Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur 01net TV comme tous les mois. C'est votre rendez-vous dédié à l'innovation et aux startups. C'est Village Startup sur 01net TV, ici depuis le village Baïséa. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Et au sommaire aujourd'hui, eh bien, un chatbot pour trouver un restaurant près de l'endroit où on se trouve, selon toutes sortes de critères. C'est Miambot que vous allez découvrir dans un instant. Vous allez découvrir également une solution, un projet de solution d'intelligence artificielle pour les personnes diabétiques. Et puis un capteur et une application mobile pour mieux jouer au football. Oui, c'est pour toi François, ça s'appelle Goaltime. Mais bientôt c'est la Coupe du Monde de foot, donc forcément on ne pouvait pas passer à côté. Hein. Bienvenue dans ce nouveau Village Startup sur 01net TV. Et puis en toute fin de Village Startup, Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa, nous rejoindra bien sûr pour ses conseils. Et tout à l'heure, il va nous aider justement à aider les startups à se développer. Comme chaque fois dans Village Startup, nous recevons notre premier invité, Alexis Villarino. Bonjour. Bonjour 01net. Bonjour Alexis. Vous êtes fondateur de Miambot. Alors Miambot, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est donc un chatbot pour trouver un restaurant. On y va. Règle dans Village Startup, c'est 6 minutes pour répondre à nos questions. J'appuie sur le petit chrono, c'est parti. À quoi sert Miambot ? Alors c'est très simple, Miambot en fait permet de trouver très simplement depuis un smartphone un restaurant quand on est en mobilité en un clic. Un restaurant à proximité. Ça marche en France et dans tous les pays. D'accord, donc alors il faut être abonné Facebook, hein, bien sûr, on explique comment ça fonctionne. Via Messenger, on s'abonne au service Miambot et après qu'est-ce que je fais? Je pose quoi comme question? Où est-ce que j'ai envie de manger? Comment ça marche? C'est très simple, c'est très simple. C'est pas la peine de nous le montrer sur le téléphone, parlez-nous et on vous le montrera en vidéo. Ok, ça marche. C'est en fait une simplicité totale. Il suffit de cliquer sur démarrer. Ouais. Donc vous ajoutez Miambot comme si c'était un ami. Vous avez un bouton démarrer, vous commencez à discuter avec lui. Alors c'est vrai, je l'ai fait juste avant de commencer l'émission, c'est hyper simple, ça se met en route tout de suite. Je témoigne. Exactement, il n'y a rien à installer. Ça marche sur Messenger. Et donc je lui dis, j'ai envie de manger, j'ai envie de déjeuner. Et lui, il va nous sortir les restaurants qu'il y a tout autour de moi qui répondent à vos critères. Exactement, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est un moteur de recherche avancé avec un peu de conversationnel pour enrichir l'expérience utilisateur, mais ça reste un moteur de recherche. Pourquoi? Parce que quand on recherche un restaurant, ce qu'on veut, c'est un résultat très rapidement. Et en mobilité, tout l'intérêt, c'est de pouvoir trouver facilement, rapidement un restaurant à proximité sans perdre de temps. Alors, il en existe beaucoup quand même, des city guides et des services comme ça pour trouver toutes sortes de lieux. Qu'est-ce que Miambot apporte de plus ? Et alors, la simplicité, c'est-à-dire la simplicité de recherche en mobilité. La plupart du temps, aujourd'hui, en mobilité, vous utilisez soit le navigateur du smartphone, soit une apps. L'inconvénient, c'est que vous avez énormément d'informations à gérer. Alors que avec Miambot, vous allez pouvoir voir en un coup d'œil les restaurants avec les bons critères pour faire le bon choix. C'est vrai que en fait vous faites une telle sélection que c'est vrai que par exemple tu vas sur TripAdvisor, tu dis j'ai envie de manger et là tu vas te retrouver avec une liste de restaurants monstrueux, des thématiques, etc. C'est vrai que on perd du temps alors que vous c'est très simple. Vous allez nous donner 4-5 restos qui sont autour de nous et qui vont. Alors après il faut qu'ils répondent à nos critères parce qu'il ne faut pas que ce soit que le choix soit trop restreint. Mais justement comment vous sélectionnez ces restaurants, Alexis? Alors en fait on a un algorithme. L'idée effectivement c'est que recherche finalement un consommateur, c'est d'avoir la meilleure recommandation. Donc on va pousser les restaurants, les communautés, mais ce n'est pas l'unique variable qu'on utilise. On a un algorithme derrière qui va aussi utiliser d'autres variables, comme par exemple la proximité. Puis on a une autre information vraiment très pertinente qui répond aujourd'hui aux attentes des consommateurs qui sont en la recherche de plus en plus de garanties sur l'hygiène et la qualité des aliments. Donc on permet aujourd'hui aux consommateurs, et ça c'est unique dans le monde, de trouver simplement un restaurant en fonction du niveau d'hygiène. Ça marche en France et ça marche en UK. Donc si j'aime les restaurants sales par exemple, je vais lui demander. Ça marche pas. C'est plutôt le contraire. Vous voulez dire propre en fait, c'est ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait un organisme qui donnait des informations sur l'hygiène des restaurants, c'est ça? Où est-ce que vous allez prendre cette information? J'imagine que vous n'allez pas visiter tous les restaurants pour voir si leur cuisine est propre, non? Effectivement, nous on n'a absolument pas la prétention de dire que tel restaurant a tel niveau d'hygiène. Non, on a intégré ces données c'est de l'open data qui provient d'Alim Confiance en France. C'est vrai que c'est très récent. Alim Confiance, ça dépend du ministère de l'Agriculture. Qui fait ça en fait? Okay. C'est une branche du ministère de l'Agriculture. Ce sont les inspecteurs en fait qui vont donc inspecter, contrôler les restaurants tous les ans.
D'accord. Et donc ces informations sont libres. Tout le monde peut aller les consulter finalement, mais vous les avez intégrées dans MiamBot. Alors c'est ça? Aujourd'hui c'est de l'open data, donc c'est de la donnée effectivement libre. Par contre elle est difficilement accessible. Nous ce qu'on a fait effectivement, on l'a totalement intégré donc à notre chatbot et on l'a matché avec tous les restaurants qui aujourd'hui ont une page Facebook. Vous allez chercher toutes les infos sur Facebook en fait? En fait, c'est totalement interfacé sur Facebook. Dès qu'un restaurant crée une page, automatiquement, il est pingé, c'est-à-dire qu'on le trouve et affiché. Mais les restaurants qui n'ont pas de page Facebook, du coup, n'apparaissent pas dans MiamBot? Alors, jusqu'à 2 mois, oui. Par contre, aujourd'hui, Facebook met le paquet. Et même les restaurants qui n'ont pas de page, ils créent des pages pour les restaurants. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il affiche, on est capable d'afficher tous les restaurants. Facebook. Ils sont bien même si tu n'es pas sur Facebook, ils te mettent sur Facebook. Allez, mais votre modèle économique donc, repose sur quoi en fait? Comment vous allez gagner de l'argent avec MiamBot, Alexis? Alors, comment on va gagner de l'argent avec MiamBot? Aujourd'hui, ce n'est pas notre priorité, on s'autofinance. Moi, en parallèle, effectivement, j'ai une activité de consultant. D'accord. Et l'idée, en fait, c'est de voilà, quelle évolution on va donner à MiamBot. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne monétise pas parce que c'est trop tôt. On veut y aller étape par étape. On est en train de tester le potentiel de chaque pays, la traction de chaque pays. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a intégré la base d'hygiène en UK. Même si on ne monétise pas finalement, tous les restaurants qui ont une page Facebook au niveau mondial sont nos clients. D'accord, donc c'est vrai que demain on pourrait monétiser très très rapidement à travers une campagne Facebook parce qu'on peut les adresser facilement. L'idée en fait c'est une fois qu'on aura bien identifié le marché qui est le plus porteur en termes de traction, c'est de switcher, pivoter vers une offre de checking qui permettra de faire de la réservation en ligne depuis Facebook. Ah d'accord. Et donc à ce moment-là, vous prendrez un petit pourcentage sur puisque vous allez amener un client en quelque sorte. Alors donc on va une réservation. Effectivement, on va se rémunérer. D'accord. Mais par contre, on ne prendra pas de pourcentage parce qu'effectivement, c'est un vrai problème pour les restaurants. Aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les offres de checking qui existent permettent de donner de la visibilité. Par contre, c'est pas forcément rentable pour les restaurants. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils vendent à perte. D'accord ? Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est justement innover, pouvoir proposer demain, et là-dessus, on réfléchit à une offre, on n'est pas loin du but, une offre qui soit à la fois économiquement pertinente et rentable pour les restaurants et que vous très puissiez gagner attractif pour les consommateurs et pour qu'on puisse gagner de l'argent. Et bien voilà, les 6 minutes sont passées. MiamBot, donc à tester si vous avez un compte Facebook. Merci beaucoup Alexis. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt. On enchaîne maintenant avec notre deuxième start-up dans ce village start-up bien sûr. Absolument. Et on parle tout de suite d'une solution qui vous intéressera peut-être si vous souffrez de diabète. Et nous accueillons donc maintenant Stéphanie Jégu. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous représentez donc la société Diabeloop et Jérôme le disait, c'est un projet en fait de... Alors je sais que vous n'aimez pas trop ce terme de pancréas artificiel, mais vous allez nous expliquer exactement ce dont il s'agit. Première appellation, c'est ça, puis vous avez un peu ajusté le tir. 6 minutes pour nous présenter Diabeloop. Stéphanie, on vous écoute. Alors de quoi s'agit-il? Quel est ce projet? Alors en fait, la solution qui est développée par Diabeloop, c'est un système thérapeutique intelligent qui automatise le traitement pour le diabète de type 1. Alors peut-être qu'il faut dire un mot sur ce que c'est le diabète de type 1. Alors le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune qui en fait va détruire les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Et donc la personne qui est atteinte de diabète de type 1 est automatiquement insulinodépendante. Il faut savoir que c'est une maladie qui touche 200 000 familles en France, 2 millions en Europe, 20 millions dans le monde. Et donc c'est que le pancréas ne fonctionne plus en fait. Donc il faut... Le pancréas, en tout cas les cellules qui produisent l'insuline ne fonctionnent plus. Donc il faut injecter de l'insuline régulièrement pour que la personne puisse vivre correctement. Oui, absolument, absolument c'est ça. Et donc c'est une maladie qui peut toucher aussi n'importe qui, à n'importe quel moment dans la vie, donc, et très souvent aussi des personnes jeunes. Donc alors notre système, en fait ce que nous on a développé en propre, c'est une intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui sont intégrés à un terminal dédié. Alors ça ressemble à un smartphone, mais en fait c'est complètement sécurisé et verrouillé pour cette utilisation. Et en fait il va récupérer des données d'un capteur de glucose, donc pour savoir le taux de glycémie du patient en continu. Donc capteur, ça veut dire quoi? Qu'il faut faire une petite prise de sang? Alors le capteur de glucose en continu permet de ne plus piquer au bout du doigt. Parce qu'il est tout le temps sur nous en quelque sorte. C'est ça, il est porté par la personne. Ça se présente comment? On porte ça où?
c'est quelques millimètres, quelques centimètres, un petit capteur qui en fait est patché. Donc il y a un petit patch et il y a un petit filament sous la peau qui va en fait tremper dans le liquide interstitiel et donc remonter toutes ces informations. Et il se situe où sur le corps? Alors, ce petit capteur, on peut le mettre n'importe où. Il peut se porter sur le bras ou sur le ventre. Après, il y a des réglementations, des indications thérapeutiques pour les zones de port. Étant donné qu'il analyse tout le temps en fait le taux d'insuline qu'on a dans le sang, de glycémie, pardon, voilà, excusez-moi, c'est vrai que c'est très complexe et j'ai vraiment pas la prétention de m'y connaître. Donc il va envoyer cette information à ce boîtier qui est aussi sur nous. Non, le boîtier, c'est un terminal qui est dédié, mais c'est un terminal extérieur, donc ça ressemble à un téléphone. Mais il faut qu'on le mette sur nous. Il faut l'avoir à proximité, c'est-à-dire qu'en fait c'est connecté en Bluetooth exactement. Donc du coup il faut l'avoir à quelques mètres maximum de distance. Il vaut mieux pas s'en séparer, ou en tout cas pour que le système fonctionne en permanence. Et donc en fait les données récupérées à l'aide de ces données et de paramètres personnalisés, l'algorithme va calculer en fait en continu les doses optimales d'insuline et donner l'ordre à une pompe qui est également portée par le patient de délivrer ces doses d'insuline optimales. Alors il y a déjà un certain nombre de solutions de ce genre qui existent sur le marché. Oui, la pompe à insuline, c'est quelque chose que ces gens-là ont en fait. Qu'est-ce que vous apportez de plus ? Alors, la pompe à insuline, effectivement, ça existe. C'est à peu près, il y a un taux de pénétration d'à peu près 30%, je crois, en France. Les capteurs, ça existe aussi. Ce que va apporter notre solution, en fait, c'est l'automatisation, puisqu'il faut savoir que quand on est diabétique de type 1, on doit prendre à peu près 30 décisions thérapeutiques par jour. 30 calculs par rapport à notre taux de glycémie, par rapport à l'activité qu'on va faire, par rapport à ce qu'on va manger. Et donc en fait, ce que nous on apporte, c'est très important. Il faut indiquer ce qu'on mange. C'est ça. Alors dans notre système, on demande encore à ce qu'il y ait certaines indications pour que le système puisse s'adapter au mieux, puisque ça c'est aussi le grand élément différenciant de notre système et le vrai bénéfice, ça va être la personnalisation, puisque à l'installation du système, le médecin entre jusqu'à 10 paramètres personnalisés pour chaque patient, et à l'aide de ces paramètres, mais aussi des réactions du patient. Le système est auto-apprenant et va donc s'adapter en permanence à la physiologie, mais aussi à la vie de la personne. Donc la personne, en fait, n'a plus à s'occuper de quoi que ce soit, finalement, à recharger un peu les appareils, j'imagine, en électricité. Oui. Mais après, elle peut faire confiance, en fait, à la technologie. Alors, on recommande pour cette version-là, qui est quand même un input des repas et de l'activité physique, pour permettre au système, comme je le disais, de s'adapter au mieux. Oui, il faut un temps d'apprentissage. Voilà. Et il faut continuer à donner quand même des informations au niveau des repas et de l'activité physique. Mais ça simplifie malgré tout. Il y a plus ces multiples décisions et calculs surtout à faire, parce que le système calcule tout. Vous en êtes où ? Alors où on en est? Quand est-ce que c'est déjà sorti? C'est déjà disponible ou pas? Alors c'est un projet qui existe depuis 2011. La société elle existe depuis 2015 pour soutenir sa commercialisation. Et là on est en fin d'essai clinique. On en a fait plusieurs. 150 personnes ont ces dernières années participé à ces essais cliniques. Et on est en cours de marquage CE. Donc en fait on espère avoir prochainement l'autorisation réglementaire de mise sur le marché. Et une commercialisation quand? Pour une commercialisation au plus tôt après cette autorisation, donc on espère d'ici la fin de l'année, début 2019. Mais après ce sera en libre accès ou alors il faudra quand même passer par le circuit médical, c'est un médecin qui le prescrira, etc. Alors c'est un dispositif médical, d'accord. Donc c'est sur prescription du médecin spécialiste en diabétologie. Très bien. Eh ben, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses pour Diabloop qui va, pourquoi ce nom espérons-le, faciliter la vie des gens. Pourquoi ce nom en 10 secondes? Pourquoi ce nom en 10 secondes? Loop, en anglais, c'est la boucle. Et nous, c'est un système en boucle fermée. Et Diab comme diabète. J'imagine. Comme diabète, et voilà. Absolument. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous. Les 6 minutes sont passées, les voilà. Merci beaucoup. Merci. On va poursuivre ce village start-up avec notre 3e start-up. Voilà, madame est passée devant la caméra, mais c'est pas grave. Écoutez, nous sommes en direct, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et on enchaîne maintenant avec le football, Jérôme. Oui. Et notre 3e invité qu'on vous présente tout de suite.
On va parler maintenant de Goal Time alors que nous sommes à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot qui se déroule bien sûr en Russie. Ah oui, ça ne t'a pas échappé, bien entendu. Bah, ça échappe pas à grand monde, hein. C'est un grand rendez-vous. Et nous accueillons Issa Alilou, bonjour. Bonjour. Bonjour Issa. Bonjour. Alors Goal Time, vous êtes le cofondateur donc de Goal Time. Voilà. C'est écrit sur votre magnifique t-shirt qui est là, superbe. On voit bien. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, mais auparavant, Jérôme, on y va pour les 6 minutes. On lance le chrono, c'est parti. Alors allez-y. Alors, Goal Time, c'est une plateforme qui est dédiée à la performance en football. Le premier produit en fait qu'on a développé, c'est ce petit capteur qui permet de collecter des données sur les joueurs en temps réel, tout type de joueurs. Il n'y a pas besoin d'être professionnel. Alors ça se met où? Ça se porte où? Alors ça se porte autour de la cheville. Donc on a conçu un textile qui est un peu la même chose que les textiles que portent déjà les joueurs, notamment par rapport au protège tibia. Donc on met ça autour de la chaussette, en quelque sorte. Autour de la cheville, on met le protège tibia par-dessus et ensuite on met la chaussette par-dessus. Donc c'est invisible. Ça bouge pas. Ça pèse 9 grammes, on le voit pas. Ça porte pas un inconfort pour le joueur, il ne le sent pas. Non, le joueur le sent pas, c'est au bout de 30 secondes, il l'oublie. D'accord. Et par contre, en bord de terrain, l'éducateur ou l'analyste a les données en temps réel qui arrivent sur la tablette et lui permet d'avoir deux types de données. Donc des données de jeu, avec les ballons touchés, à qui j'ai donné le ballon, de qui je l'ai reçu. Générer les réseaux de passes, donc on va savoir comment l'équipe a été connectée sur le terrain. Et des données plutôt athlétiques, donc ça c'est ce que vous voyez à la télé sur Canal, avec, alors bientôt plus sur Canal, mais... Oui, ça c'est un autre sujet, mais... C'est un autre sujet, mais enfin il en reste 2 ans encore. Il en reste encore 2 ans, mais bientôt. La distance parcourue, à quelles allures, les accélérations, voilà, donc toute une dimension plutôt athlétique. Et donc à la fin du match, un rapport est automatiquement généré, donc le coach n'a rien à faire, tout est automatique, et lui permet d'avoir toutes les données sur le match. Alors ça s'adresse à qui votre solution? C'est pour le grand public? Alors, on va appeler ça grand public, alors c'est vraiment les entraîneurs, en tout cas ce premier produit est vraiment dédié aux entraîneurs et aux joueurs. Alors les entraîneurs, pourquoi? Alors quel type d'entraîneur? On cible tout ce qui va être semi-pro et amateur, donc ça va aller du National 1, National 2, National 3 à des clubs de district, même si on travaille avec aujourd'hui un club, enfin plusieurs clubs professionnels, mais un club qui monte en Ligue 1 la saison prochaine qui est le Nîmes Olympique, donc on travaille avec le groupe professionnel, mais vraiment notre cible, c'est vraiment les clubs amateurs et semi-pro. Parce que ça n'existe pas déjà, ce type de capteur pour les super pros? Alors, pour les super pros, comme vous les appelez, voilà. Il y a déjà des capteurs. Vous allez démocratiser le système. C'est ça. Ça permet à... Parce que la problématique, c'est que les éducateurs, même sur des clubs de niveau national ou amateur, comme on les appelle, ils vont avoir les mêmes problématiques qu'un Guardiola, un Mourinho. Alors, il ne va pas y avoir les caméras, il ne va pas y avoir tout ce genre de choses, mais c'est la même chose. On a le même nombre de séances, on a les mêmes joueurs, on a les mêmes problèmes, et on essaye de gagner le dimanche. Bien sûr, voilà. Et d'améliorer en fait l'équipe, quoi. Exactement. Donc voilà le pourquoi de l'équipement. Alors bon, on n'est pas très bon en foot, Jérôme et moi, mais on essaie de s'intéresser un petit peu. Quel type de données, qu'est-ce qui se passe à la fin d'un match? Quel type de données va récupérer l'entraîneur? Et qu'est-ce qui va lui dire? Bah voilà, il a fait un bon match. Est-ce qu'on montre du doigt les joueurs avec ce type de système? Est-ce que c'est finalement l'objectif? Je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Hein, Alors l'objectif, c'est clairement pas ça. c'est clairement pas de mettre à l'index tel ou tel joueur. Mais on peut le voir, si un joueur a été moins bon, on va le voir, parce qu'on va voir son activité, non? Alors on va voir son activité, mais son activité, elle dépend du contexte. Si vous n'avez pas vu le match, les chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Donc effectivement, un éducateur un peu politique, hein. C'est un peu ça. Un éducateur qui est mal intentionné, il va pouvoir, voilà, un joueur qui a couru. Je vais prendre un exemple. Lionel Messi. Lionel Messi, c'est peut-être le joueur qui court le moins dans son équipe à Barcelone. Et pourtant, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, voilà. Monaco l'année dernière, c'est l'équipe qui a le moins couru du championnat. Et pourtant, c'est l'équipe qui a été championne de France. Donc, est-ce que courir beaucoup égale gagner des matchs? Courir moins, voilà, c'est courir bien. Donc l'équipement, c'est vraiment quelque chose qui va venir compléter ce que l'éducateur va voir sur le terrain. On vient vraiment en complément pour apporter des choses en plus, mais vraiment d'un point de vue éducatif. Voilà. Et alors, un éducateur, un entraîneur peut suivre plusieurs joueurs ou un par un? Toute l'équipe en même temps. Toute l'équipe en même temps. Toute l'équipe. Donc les 11 plus en fonction des feuilles de match, les 4, 5 ou 6 qui sont sur le banc. Et est-ce que ça peut avoir un intérêt pour l'arbitre? Alors, pour l'arbitre, ça peut avoir un intérêt. Alors, parce que les arbitres, quand on regarde les matchs de foot, ce dont on se rend compte que c'est souvent l'arbitre qui est le mieux placé en fait sur le terrain. Alors, il touche pas le ballon, il joue dans aucune des deux équipes, mais c'est souvent celui qui doit être dans les bons espaces. Ah oui, bien sûr. Donc, si vous regardez un joueur comme Iniesta, par exemple, il est toujours à côté de l'arbitre.
il est toujours bien positionné. Parce que tu avec lui. Alors non, parce que c'est là où sont les espaces. Donc effectivement, l'arbitre, c'est un système qui pourrait, les arbitres, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser, notamment sur la partie athlétique. D'accord. Alors où en êtes-vous du développement de cette appli et de ce capteur? Alors aujourd'hui, nous, ça fait 4 ans qu'on a démarré, 3 ans de R&D. On commercialise, alors 3 ans de R&D, c'est pas vrai, on continue la R&D, mais voilà, 3 ans. On boucle notre deuxième saison aujourd'hui. On travaille avec un peu plus de 120 clubs en Europe, principalement France, Belgique et Suisse. Quelques petites d'autres opportunités à travers le monde. Et donc ce que je disais, c'est que ça va de Nîmes la saison prochaine en Ligue 1 à Saint-Etienne chez les féminines. C'est déjà opérationnel. Complètement. Il est déjà commercialisé. Il est complètement commercialisé. Et l'objectif, c'est que vous alliez charmer des équipes pour qu'elles s'équipent de votre système, c'est ça? C'est ça. C'est même pas l'objectif, c'est ce qu'on fait déjà depuis 2 ans. Et ça coûte combien pour une équipe, d'équiper tous les joueurs? Alors aujourd'hui, il faut compter entre 2500 et 3000 euros pour pouvoir équiper une équipe à la fois, mais on peut l'utiliser avec toutes les équipes du club. C'est vraiment un outil fait pour tout le monde. Tout compris, les capteurs, la petite tablette et tout ça. C'est ça. Et un abonnement qui est compris dans ce prix-là. Parce qu'un abonnement après, qui est quoi, annuel, c'est ça? Qui est annuel, pour chaque saison, exactement. En quelque sorte. Et qui coûte combien l'abonnement? Qui est de l'ordre. Alors si on est éducateur, qui est de l'ordre de 200 euros, et si on est un club qui est de l'ordre de 799 euros. Eh bien voilà, pas mal du tout. Ah ouais, très intéressant. Ça rejoint un peu tous les capteurs qu'on voit dans de plus en plus de sports. Oui, tout à fait. C'est comme le tennis, le golf, etc. C'est ça. Tous les sports sont monitorés aujourd'hui. Tous les sports sont monitorés, ouais. On essaye d'apporter des choses en plus à la pratique de l'activité. Ouais. Vous ne serez pas sur la Coupe du Monde? On aurait bien aimé. On va simplement la regarder. Parfait. Merci beaucoup Issa. Merci à vous. Plein de bonnes choses donc pour Goal Time. Rappelons que vous en êtes le cofondateur. Dans un instant, c'est le maire du village Baïsa qui nous rejoint. Vous le savez, Fabrice Mars est là et son coach startup. Et Fabrice est beaucoup plus fan que nous de foot. C'est ça le truc, alors que nous, bon, c'est pas trop. On s'y intéresse un petit peu plus longuement. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme, bonjour François. Goal Time, donc super start-up intéressante qu'on vient de découvrir. Et on va maintenant enchaîner avec votre coaching, Fabrice. Comment bien accompagner une start-up jusqu'à sa réussite? C'est vrai qu'on vous retrouve tous les mois sur ce sujet. Alors là, aujourd'hui, c'est un conseil qui s'adresse à qui, Fabrice? Alors, qui s'adresse à 2 types de populations. La première, bien sûr, les entrepreneurs, mais aussi aux structures d'accompagnement. Pourquoi? On parle de la France, la nation des startups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'était pas trop visible finalement en Europe sur la création d'entreprises. Aujourd'hui, on est devenu quasiment un acteur de premier plan. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de création d'entreprises et il y a beaucoup de structures d'accompagnement aujourd'hui qui se créent. Il y a plein de choses, des incubateurs, des couveuses, incubateurs, coworking, Fab Lab. Enfin, chacun y va de sa créativité. Alors, on est aussi créatif que les startups finalement lorsqu'on crée nos structures d'accompagnement. On en dénombre 400 partout en France et une dizaine se créent chaque année. Et quand on sait qu'une start-up bien accompagnée a 2 fois plus de chances de réussir à 5 ans qu'une start-up qui ne le serait pas, ça donne une sacrée responsabilité à ces structures d'accompagnement. C'est comme dans la vie, il faut être bien accompagné, quoi. Et il faut bien choisir. Alors, mieux vaut être bien accompagné ou rester seul finalement si on ne trouve pas la bonne structure pour le faire. Et ça veut dire quoi accompagner finalement? Alors accompagner, ça prend plein de formes différentes. Lorsque on est une start-up qui démarre, donc je suis dans cette phase, on va dire, d'idéation, j'ai besoin d'avoir à mes côtés des gens qui vont pouvoir m'aiguiller, challenger mon idée. J'ai rien débuté, j'ai rien créé, j'ai une idée. C'est ça? C'est à ce moment-là? J'ai une idée et je voudrais m'assurer que cette idée, finalement, elle puisse faire l'objet de la création d'entreprise. Et pour ça, j'ai besoin peut-être de tester cette idée, la confronter un petit peu au marché, en tout cas à la population cible et clients cibles que je vise. Et puis au fur et à mesure que je vais continuer à mûrir, je vais créer ma société. Donc là, c'est la phase dite de création. Je vais chercher à faire un proto éventuellement. Et d'ailleurs, il y a des Fab Labs qui permettent de faire ça. C'est-à-dire que j'ai de pouvoir permettre le prototypage de l'objet que je vais créer. D'ailleurs, Goal Time, qu'on a vu précédemment, est passé par cette phase de prototypage. J'imagine que Diabeloop aussi. Quand j'ai créé,
j'ai besoin ensuite de commercialiser. On parle de l'amorçage en fait. Ça veut dire que je vais mettre en marché une première partie de fonctionnalité. On se jette dans le grand bain. Et bien là, je vais avoir le retour client, mes premiers retours clients, et je vais faire évoluer mes fonctionnalités. Donc ces structures d'accompagnement, en fait, elles vont être des coachs, des mentors, des gens en tout cas qui vont être en proximité, en confiance avec ces entrepreneurs pour pouvoir bien les guider à chacune de ces étapes. D'ailleurs, ensuite, lorsque je suis en phase de scaling, c'est un moment où je vais commencer à développer, et bien là, je vais avoir besoin de gens qui vont me mettre en relation, pourquoi pas, avec des clients potentiels. Il va falloir que je réussisse à générer du chiffre d'affaires sur un marché de taille critique. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que les start-upers sont pleins d'enthousiasme, mais quelquefois n'ont pas tellement la vision de ce qui se passe autour, même sur leur propre marché. Ils manquent finalement d'informations. Et puis ils manquent de recul peut-être aussi. Et parfois de recul, oui. C'est vrai que depuis d'ailleurs qu'on fait cette émission ensemble, on voit bien un entrepreneur, il a besoin de tout maîtriser, alors que quand il démarre, il est quand même seul. Et ces structures d'accompagnement, elles visent justement à leur permettre de répondre à toutes les questions qui empêchent un entrepreneur de dormir la nuit. Et pour faire ça, on voit bien que ce sont des structures qui sont dédiées, spécialisées. Donc on s'est associé dans le cadre de ce projet qui s'appelle la Boussole. La Boussole, ça porte bien son nom. Avec des structures, dans un premier temps, parisiennes. C'est un collectif, la Boussole ? C'est un collectif. On a eu cette idée-là il y a une dizaine de mois. C'était porté par Raise notamment. Pas de mémoire, je vais en citer quelques-unes. Le village en fait partie. On a le NUMA, 50 Partners, d'autres. Google aussi, visiblement. Google, tout à fait, il y a Google, il y a DigiSchool. Il y en a quelques-unes. On est 10, d'ailleurs, je pense que ça va être sûrement affiché à l'écran. Et on s'est dit quoi ? On s'est dit, face à cette responsabilité que l'on a, il faut qu'on professionnalise ce métier de l'accompagnement. Et pour le professionnaliser, on cherche à mettre en place des bonnes pratiques, un référentiel commun de langage, et aussi connaître ce que font les copains d'à côté. Parce que quand un entrepreneur se présente à nous, eh bien, on veut absolument réussir son accompagnement. Et si on ne sait pas faire, ça n'a aucune raison. Et on n'a aucune raison de l'accueillir chez nous. Il vaut mieux le recommander à la structure qui saura bien le faire. Donc l'idée, elle est là. Et donc les conseils que je peux donner justement à un entrepreneur qui cherche une structure d'accompagnement, déjà, il faut qu'il se connaisse bien. C'est quoi mon niveau de maturité en tant qu'entrepreneur ? Dans quelle phase je me trouve ? Ensuite, c'est de trouver le bon programme d'accompagnement. Et donc là, on demande à toutes les structures de bien les communiquer, ces programmes d'accompagnement. 3, c'est intéressant de voir aussi le track record des structures d'accompagnement. Quelles sont les entreprises que ces structures ont déjà accompagnées. Ça, c'est une référence importante, en tout cas, à avoir en tête. C'est le pédigré, en fait. C'est le pédigré. On ne naît pas structure d'accompagnement. On le devient au travers des entreprises qu'on a accompagnées. Autre point qui me semble important, c'est qu'on est dans une aventure humaine. Il faut une relation de confiance extrêmement forte entre l'entrepreneur et l'équipe qui va l'accompagner. Et donc, j'invite tous les entrepreneurs à aller à la rencontre de ces équipes, allez les voir, regardez si ça fit, parce que vous allez passer du temps, beaucoup de temps avec chacun d'entre eux, donc c'est important. Et la relation humaine, elle est extrêmement importante. Extrêmement forte. Alors, est-ce qu'il est facile de pousser la porte comme ça d'une structure comme celle-ci ? J'ai une idée. Est-ce que je peux venir taper à la porte de la Boussole ? Non, c'est pas facile. Alors la porte, oui, la porte de la Boussole, ça vise à faire ça. Ça vise à faciliter le choix, à rendre plus lisible l'offre. Jusqu'à présent, finalement, quand on est un entrepreneur, on est noyé face à la diversité de cette offre-là. La Boussole a pour objectif, donc il y a un site internet, c'est www.laboussole.io. Il y a un guide aussi extrêmement bien fait, ce guide, extrêmement bien fait. Et en plus, ça a été fait par le BCG, donc c'est des gens qui ont la tête plutôt bien faite. Devenir une licorne, carrément. C'est devenir une. Alors c'est toute leur mission qu'on leur souhaite. C'est 500 000 emplois à la clé d'ici 5 ans. Donc on voit bien cette responsabilité-là. Donc ce guide, il permet de faire quoi ? Il permet de savoir à quel stade on en est, quelles sont les bonnes questions à se poser quand on est un entrepreneur, et surtout quelles sont les bonnes questions auxquelles il va falloir répondre quand on est une structure d'accompagnement. Il faut avoir un programme qui est adapté. Et puis ça donne aussi un éclairage sur les contreparties. Rien n'est gratuit dans la vie, et encore moins dans ce monde-là. Donc quand on vous dit que c'est gratuit, ça l'est jamais réellement. C'est souvent la contrepartie, quand c'est gratuit, en tout cas soit une part du capital, soit du temps, en tout cas à donner aux collaborateurs. C'est normal, ce qui est normal. Mais qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter ? Tout dépend de sa maturité. Quand on démarre, de donner 5 à 8% de son capital, donc 5 à 8% de zéro, ça fait toujours zéro. Mais le jour où effectivement on lève des fonds, ça aura de la valeur. Ça aura de la valeur, mais pour tout le monde. Donc, et quand on a mûri, c'est un petit peu différent. Peut-être faut-il payer un service. Et être complètement indépendant et pas se diluer en capital. Voilà, tout dépend de la maturité dans laquelle on se trouve, puisque finalement on s'engage sur du long terme lorsqu'on donne une part de son capital. Fabrice, merci. Alors si on veut en savoir plus, il y a la Boussole, donc tout simplement, qui est un bon exemple de ce dont vous expliquiez à l'instant. Et on peut s'inscrire sur le site internet de la Boussole, et bien sûr, on sera ravis de répondre aux questions de l'ensemble des entrepreneurs. Sachez une chose, on travaille sur un bot. Alors c'est pas un Miam bot, ce sera la Boussole bot, je ne sais pas exactement comment on va l'appeler, mais qui vise déjà à donner un premier niveau d'information à chacun.
Parfait. Merci. Merci. C'est la fin de ce village startup. Gros plan sur l'innovation à la française, comme chaque mois, ici, sur 01net TV. Voilà, et ici au village Baïséa. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien évidemment. Portez-vous bien. Merci à Jean.